Le privilège. Et on nous enregistre. Voilà, vous savez, et je le sais aussi. Alors, bonjour à tous et à toutes qui êtes sur place. Un beau groupe ici. Je vous remercie d'être avec nous. Bonjour aussi, je ne sais pas où est la caméra, alors je ne sais pas où regarder pour saluer les gens qui sont en ligne, mais je vous salue aussi. C'est un immense plaisir pour moi d'être à Toronto avec une vue splendide sur la ville pour célébrer avec vous les 100 ans de l'ACFAS. Je remercie le CREFO, Emmanuel va en parler, et l'ACFAS Toronto pour l'organisation de cet événement. Permettez-moi de nommer quelques personnes par leur prénom. Donc, merci Emmanuel, Amal, Laura Bisaillon, Monica, Joey, Catherine, Paulin, Linda Klowski, Jean-François, Lynn Casimiro et Lynn Michaud, Rebecca, Sandia, Paul, Marie-Hélène et Alain pour leur dévouement. Et j'ajouterai Laura Pelletier qui fait partie de mon équipe et qui est en ligne à nous écouter. L'ACFAS est une association qui a été créée en 1923 par un groupe de scientifiques francophones, dont l'éminent botaniste frère Marie-Victorin et le radiologiste Léo Parizeau. Notre association rassemble aujourd'hui, en moyenne, à chaque année, 4500 membres individuels et nous organisons des dizaines d'activités chaque année, en plus de gérer des programmes de bourse, des concours et de remettre des prix annuels à des chercheurs et des chercheuses. Le mandat de l'ACFAS est simple, contribuer à la transmission des savoirs en français et à l'avancement de la communauté de la recherche. Créative, visionnaire, multidisciplinaire, l'ACFAS encourage et participe depuis ses débuts au dialogue entre les sciences et la société et au partage des connaissances. Pour l'ACFAS, c'est donc 100 ans au service de la communauté de recherche, 100 ans de promotion de la culture scientifique, 100 ans de dialogue sciences et société, 100 ans à faire avancer les savoirs en français au Canada et sur la scène internationale. Depuis le mois de mai dernier, 2022, et pour 14 mois, aux côtés de nos partenaires et de nos 6 ACFAS régionales, je rappelle qu'elles sont situées en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, à Sudbury, à Toronto bien sûr, et en Atlantique. Depuis donc mai 2022, nous célébrons ensemble la grande aventure de la recherche francophone au Canada. Les ACFAS régionales, qui existent dans l'histoire de l'ACFAS depuis les années 1950, jouent un rôle essentiel dans la conduite de notre mission. Et je remercie vraiment sincèrement tous les membres de l'ACFAS Toronto qui contribuent à soutenir la vitalité des sciences en français dans les environs. Il est essentiel pour nous de fêter les 100 ans de l'ACFAS d'un océan à l'autre pour que tous nos membres, partout au Canada, puissent y prendre part. C'est la raison pour laquelle nous avons, entre autres, prévu des activités numériques. L'événement d'aujourd'hui lance aussi la toute première programmation de l'ACFAS Toronto. Alors, je salue cet événement et je salue les organisateurs et organisatrices. J'ai très hâte, tout comme vous, d'écouter les échanges qui ne manqueront pas d'être intéressants et passionnants avec nos excellents panélistes. Je laisse à Emmanuel le soin de vous les présenter. Certaines sont ici, d'autres sont à l'écran. Finalement, peut-être parce que vous pourrez ou vous voudrez continuer à fêter avec nous le 100e anniversaire de l'ACFAS jusqu'au 15 juin, qui est notre date anniversaire. Nous avons été fondés le 15 juin 1923. Je vous invite, si vous en êtes capable, à vous joindre à nous au 90e congrès de l'ACFAS qui va se dérouler à Montréal du 8 au 12 mai prochain. Je vous rappelle que le congrès de l'ACFAS, depuis donc 90 éditions, est le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie. Et cette année, il se démarquera par un nombre record de colloques ainsi que plusieurs activités spéciales. Nous avions souhaité tenir une édition particulière, plus d'envergure pour notre 100e anniversaire. Eh bien, je vous le donne en mille, la communauté de la recherche en français a répondu à l'invitation et c'est une programmation scientifique qui est presque l'équivalent de 75% plus riche que ce que c'est à l'habitude. Merci encore, avant de terminer, à toute la belle équipe organisatrice, à vous sur place et en ligne. Et je nous souhaite un bel événement. Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cette introduction et merci d'être venue jusqu'à nous.
Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, en ligne ou sur place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Depichon, directrice du CREFO, ce qui est déjà pour moi un grand honneur, et encore plus cette année, d'ouvrir les événements de l'ACFAS, du 100e anniversaire de l'ACFAS, pour lequel vous nous faites l'honneur d'être présents. Donc oui, j'insiste, je suis très honorée d'être là et je remercie Sophie Montreuil pour son introduction, mais aussi chacun et chacune d'entre vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je remercie en particulier chacun et chacune de ceux qui ont participé au balado. Et il y en a plusieurs, certains sont assis ici et d'autres sont dans la salle. Alors Antoinette Gagné, Diane Farmer, qui sont toutes les deux professeurs à l'Institut ici, à la faculté d'éducation de l'Université de Toronto. Et bien sûr, parmi nous, dans le panel, Annette Boudreau, Rawat Chazarzi et Amal Madibo. Je vous remercie d'être là. Merci aussi à mes deux collègues, la professeure Laura Bisaillon et Monica Heller qui est avec nous en ligne. Est-ce qu'on pourrait la voir? Oui. Là, je ne la vois pas. Je suis là. Oui, mais alors on désolée entend de ne pas être avec vous. Voilà, merci. Qui ont lancé avec moi ces séries de podcasts, de balados, comme on dit en français, et qui continuent aujourd'hui encore. Et j'espère que ces balados vous ont séduit et continuent de vous faire réfléchir, de vous faire rêver, et puis d'alimenter vos rêves et vos pensées. Donc, elles sont aujourd'hui avec moi pour m'aider à modérer cette table ronde et j'en suis très heureuse. Enfin, je voudrais remercier le coordinateur du CREFO. Il est où, Joey? Voilà, fais un petit signe. Qui est champion pour toujours se cacher, voilà, mais qui est le magicien derrière la diffusion de ces formidables entretiens. Alors, un petit applaudissement pour Joey. Alors, si vous ne l'avez pas vu ou si vous êtes en ligne, vous pouvez scanner le petit code QR si vous vous ennuyez pendant la présentation, ce qui ne va pas arriver bien entendu, mais qui vous amènera immédiatement sur le site des balados et vous pourrez voir la riche programmation que nous avons eue ces 2 années précédentes. Donc, si vous êtes là avec nous aujourd'hui, ça signifie que c'est un sujet qui vous touche et peut-être même qui vous préoccupe. D'ailleurs, Sophie l'a très bien dit tout à l'heure, c'est la mission de l'ACFAS que la transmission des savoirs. Au CREFO, la transmission des savoirs, par le biais de l'éducation, est aussi l'une de nos missions. Une mission qui s'inscrit à la fois dans le passé, nous construisons sur un patrimoine, mais aussi dans l'avenir, puisqu'elle vise à créer du nouveau et à participer à la transformation de la société dans laquelle nous vivons. Donc la séance d'aujourd'hui, elle concerne les balados que nous avons lancés il y a 2 ans déjà. Cela ne vous aura pas échappé qu'il y a 2 ans, c'était le début de la pandémie, n'est-ce pas? Et je me revois, et je pense que Laura et Amal se revoient aussi, avec l'équipe en train de réfléchir sur la manière dont nous allions rebondir du fait des restrictions imposées par le virus. Comment allions-nous assurer notre mission ? Bien sûr, la manière évidente était de continuer à disséminer la recherche par le biais de l'enseignement et des conférences, mais cette fois en ligne, ce que nous avons fait en nous inscrivant bien entendu dans la continuité. Mais, et vous le savez, chacun d'entre vous le sait, cela a ses limites. Je pense que chacun d'entre vous reconnaîtra la fatigue associée à ces rendez-vous continus en ligne toute la journée
et dont il nous est apparu très important de diversifier ces moyens de transmission. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous lancer dans cette autre forme de communication que constituent les balados. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir quel a été l'impact de ces balados sur notre manière de transmettre ces savoirs et dans quelle mesure est-ce qu'ils nous invitent à repenser la communauté francophone. Quelques chiffres qui nous ont été communiqués par les plateformes sur lesquelles notre balado est disponible. Voilà encore quelque chose de très pratique. Nous avons publié au jour d'aujourd'hui 37 épisodes. Ils ont été téléchargés dans, accrochez-vous, 95 pays du monde. 95 pays du monde, ce qui inclut l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. L'ensemble totalise plus de 5000 écoutes. Découvrir ces chiffres a été pour nous une stupéfaction et nous a vraiment ouvert les yeux. Bien sûr, je dois dire que c'est aussi grâce à l'orientation à la fois provinciale, nationale, mais aussi internationale des organisatrices de ces balados, et en particulier ma chère collègue Laura Bisaillon, qui est allée chercher des interlocuteurs, alors on dit en français, aux quatre coins du monde. Si vous regardez notre page web, vous verrez que les invités de Laura, notamment, ont participé à partir de ces pays-là. Donc, vous voyez, les personnes qui participent communiquent avec leur propre réseau. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on arrive à un élargissement de cette communauté. Donc, un rayonnement qui va bien au-delà de celui que nous avions l'habitude d'avoir et qui touche le public différemment. Le type de rétroaction que moi j'ai reçu dans mes cours est mes étudiants me disant « on a l'impression d'avoir rencontré l'invité après l'avoir écouté ». C'est très étonnant parce que ça traduit une certaine intimité de l'événement qui contraste avec la diffusion extrêmement large et publique de l'épisode. J'avais encore jamais entendu ça en invitant ces personnes dans mes cours. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et là, je parle à chacun de vous qui êtes présents, bien sûr à nos invités et puis à nos invités qui sont en ligne. Pour l'éducation, pour l'avenir. Et je répète le titre de cette session. Comment les balados changent-ils les modes de circulation du savoir et redessinent-ils les contours de la communauté francophone? Alors, bien sûr, j'ai assez parlé et je voudrais maintenant inviter ma collègue Laura à nous parler de sa vision des balados et à elle-même interroger ses propres invités. Laura, la parole est à toi. Merci Manuel. Bonjour à tous dans la salle et en ligne et à mes collègues conférencières. Alors, c'est ça, j'ai été animatrice de la 3e saison de la série podcast et j'ai interviewé 13 collègues, donc 13 épisodes d'une durée moyenne de 45 minutes par séance. Et j'avais en tête, finalement, j'ai conçu la saison 3 pour aller chercher des réponses à cette question-là. Au sein de la francophonie africaine, américaine, asiatique, européenne et océanique, quels sont les savoirs produits sur les mobilités, la minorisation, le corps, l'état et le silence sur les plans conceptuels et méthodologiques? Et quoi devrait-on en tirer de ces savoirs?
Et là, j'essayais donc avec mes collègues interviewés de répondre à la question qui figure dans le titre de la série, Quoi de neuf? Quels sont les nouveaux savoirs qui circulent dans le monde francophone? Et je voudrais dire dans un premier temps que, comme Emmanuel a dit, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, qui anime le cœur du panel, est comment est-ce que les podcasts ou les balados redéfinissent-ils les contours de la francophonie? Alors, ma réponse à la question c'est que cette série ou les balados nous permettent d'écouter les voix multiples d'une francophonie hétérogène, hétéroclite. Alors, ces mots, les mobilités, la minorisation, le corps, l'état, le silence, ce sont des mots-clés de ma propre programme de recherche en tant que sociologue, mais ce sont des mots liés à la thématique de la série qui ont servi de porte d'entrée pour des échanges avec des personnes qui sont particulièrement attachantes et éveillées, donc Madame Annette Boudreau, qui nous propose à leur tour des pistes de réflexion et souvent des nouvelles pistes de réflexion particulièrement épicées et provocatrices pour aborder et échanger sur des enjeux de société auxquels nous faisons face. Et j'ai constaté à travers cette saison que notre stratégie fut une stratégie qui a attiré un éventail d'auditeurs à travers le monde, comme Emmanuel a souligné, dans 95 pays finalement. Une stratégie aussi qui a créé, qui a servi aux étudiants et aux collègues entre les murs de la fac, mais bien au-delà. Et une stratégie qui a interpellé auditeurs d'une francophonie hétérogène selon les commentaires que j'ai reçus verbalement et à l'écrit. Alors voilà, j'ai interviewé 13 personnes, 13 invités de milieux vraiment très différents, artistes, cinéastes, un médecin de famille et majoritairement des universitaires plutôt de disciplines très différentes, l'anthropologie, l'ethnomusicologie, les études de l'information et des médias, l'histoire, les études françaises, la muséographie, la traduction, les sciences politiques et enfin la sociologie. Ça va, l'enfant? Oui, Oui. OK. Tu as Joseph qui est en ligne. Oui, oui, oui. Alors, voilà, donc en partenariat avec les 13 invités des divers milieux et domaines différents, j'ai creusé des sujets vraiment très diversifiés, très variés. Et nous avons, comme Emmanuel a dit, en ligne mon collègue Joseph Bitamba, qui lui est présentement à Kigali, au Rwanda. C'est un cinéaste et en même temps, Joseph qui est réalisateur, producteur et scénariste au Rwanda, mais qui vit Toronto depuis 2003. Ces films documentaires ont été diffusés sur Radio-Canada, TFO et TV5. Ces films les plus récents sont Les Oubliés des Grands Lacs, 2020, Ishiaka en 2016 et La Victoire de l'amour sur la haine de 2014. Notre balado a été diffusé le 17 mars l'an dernier en 40 minutes et s'intitule Le cinéma éducatif, cinéaste homme et féministe. Point d'interrogation. Alors bonjour Joseph. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je vais te poser deux questions. Ben, je commence d'abord pour la première. Parle-nous, s'il te plaît, de la traduction, parle-nous, s'il te plaît, de la tradition francophone de ce genre de film, donc documentaire, dans les pays des Grands Lacs. Rebonsoir à tous. Je dois préciser que la région des Grands Lacs, en fait, c'est
C'est un îlot francophone qui est entouré par beaucoup de pays anglophones. C'est des pays qui ont été colonisés au sous-mandat belge, donc tout d'où on parle français. C'était 3 royaumes principaux, le Congo, le Rwanda et le Burundi, et où il y avait beaucoup de traditions orales et beaucoup de conteurs. Donc, de conteurs au documentaire, il y avait qu'un pas. On manquait juste les instruments. Et dès que l'apparition des outils audiovisuels sont apparus, le documentaire a continué à raconter les histoires de notre région. Et en ce qui me concerne, quand j'ai déménagé, quand je suis arrivé à Toronto en 2003, j'ai tout de suite été aidé par les milieux francophones de Toronto, le centre francophone, l'ONF, la partie francophone. Ça m'a amené à travailler avec des sociétés de production francophones. Et jusque maintenant, je reçois des subventions du Conseil des arts francophones. Donc, le documentaire dans la région est très florissant parce que, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui aident à ça. Déjà, le documentaire ne coûte pas aussi cher que la fiction. Donc, n'importe quel jeune qui a une caméra et qui a des idées peut faire son documentaire aidé par d'autres jeunes comme j'en vois souvent ici au Rwanda ou au Burundi ou à l'est du Congo. Donc, ils s'associent et ils peuvent faire un film qui est de bonne facture, comme on dit. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a beaucoup de séries aujourd'hui. C'est un peu la mode dans le monde audiovisuel. Et il y a quelques fictions aussi. Mais je dois dire que il y a un dynamisme évident de jeunes dans le milieu documentaire, aussi aidé par les milieux francophones comme l'Organisation internationale de la francophonie qui octroie des subsides pour les jeunes débutants. Donc voilà, globalement, d'où ça vient et où on va. Merci, Joseph. Merci, merci. Donc, dans un deuxième temps, est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet actuel? De quelle manière est-ce que ton projet actuel sur les musiciennes rwandaises et autochtones s'insère-t-il au sein de cette tradition documentaire des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs, tout en le redéfinissant? C'est une longue histoire. En fait, j'ai travaillé il y a à peu près 10 ans sur les tambours burundais, les tambours autochtones. Et je me suis rendu compte que, en fait, tous les intervenants pratiquement dans les deux cultures parlaient de l'interdit fait aux femmes pour jouer au tambour. D'abord, il y a eu un interdit global et au Burundi et au Canada empêchant la pratique ou le jeu du tambour. Mais il y avait une double peine pour les femmes. Si je retourne en arrière, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup au sujet des femmes parce que j'ai été élevé par une femme extraordinaire, par une tante. Dans l'ordre, dans ma famille, je suis deux femmes. Donc, toute ma vie, j'ai eu beaucoup d'aide de la part des femmes. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a interpellé, mais il se fait que je travaille beaucoup des sujets qui concernent les femmes. Donc, j'ai fait les oubliés des Grands Lacs, comme tu l'as mentionné. Mais c'est un sujet assez grave de viol dans la région des Grands Lacs. Et là, je voulais un sujet plus léger, entre guillemets,
et musicale aussi. Donc, j'ai reçu une subvention du Conseil des arts francophones de Toronto pour faire ce film. C'est un peu une recherche et une quête pour savoir pourquoi c'était interdit aux femmes de jouer au tambour alors qu'elles jouent merveilleusement bien. Donc, c'est un peu polémique, mais c'est un sujet qui est aussi guidé parce que, principalement dans la région des Grands Lacs, les femmes ont toujours été respectées, mais il y a quand même un bond en avant, une évolution par rapport aux droits de femmes dans la région qui est mis en accent. Et donc voilà, comme je fais du documentaire, je vais être témoin de cette nouvelle énergie aussi. Merci, Joseph. Merci, merci. Merci beaucoup et merci d'avoir introduit ce thème du documentaire comme nouveau moyen de transmission aussi. On en parlait hier justement avec une autre collègue. Je me tourne maintenant vers Monica Heller. Oui. Si elle est là. Monica, tu es là? Je suis là, vous m'entendez? Oui. Alors, Monica, tu prends le relais. Et est-ce que tu veux bien nous parler de ta vision des balados, pourquoi tu t'es lancée et puis ensuite inviter ton invité. Voilà, en fait, c'est une sorte de conversation avec Maria Rosa, qui est un peu une de mes partenaires dans une tentative de prendre les choses par un autre fil, c'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai été éditrice adjointe et ensuite éditrice en chef d'une revue dans notre domaine, en l'occurrence en sociolinguistique, publiée en anglais. Alors, la question était pour nous, c'est le Journal of Sociolinguistics, comment, dans le sens du centre, avec une revue qui publie sur des questions de langue à travers le monde, qui essaie d'avoir des auteurs à travers le monde, qui est publié par une très grande maison d'édition basée en Grande-Bretagne, Wiley. Comment est-ce qu'on répond aux critiques sur l'hégémonie de l'anglais dans la production du savoir? Comment est-ce qu'on répond aux critiques du fait que la vaste majorité de nos publications, de nos auteurs sont basées dans le monde anglophone, surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis, aussi au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est vraiment le Nord global qui domine. Alors, comment est-ce qu'on déstabilise cette hégémonie? Alors, on a lancé différents projets, je ne ferai pas la liste, mais avec énormément de difficultés, surtout du côté du plurilinguisme. Alors, on a essayé de trouver, dans ce sens, des voies de contournement, entre autres, par le biais, par exemple, de textes de présentation de penseurs dans le domaine qui n'ont jamais été publiés en anglais, qui étaient très peu connus par des gens en dehors de leur sphère linguistique, y inclut, parce que moi je suis familière avec la littérature francophone, y inclut donc des auteurs qui ont publié en français. C'était, dans un sens, il n'y a rien de très révolutionnaire. Pour la plupart, on parle là, pour l'instant, pour nos premiers pas, d'autres langues européennes, d'autres langues coloniales, le français, l'espagnol, mais aussi des langues minorisées, l'occitan, le catalan, le basque, le corse, par exemple. Donc, parmi les idées qu'on avait eues, c'était justement de rajouter à nos formats excessivement traditionnels de publication l'article par un ou quelques auteurs soumis par l'évaluation par les pairs et ainsi de suite, et le compte-rendu, donc un essai sur une publication avec une discussion, encore une fois, en anglais par quelqu'un, de voir si on ne pouvait pas utiliser les médias sociaux pour développer aussi la circulation des savoirs peu connus dans le monde anglophone et aussi par des gens qui n'avaient peut-être pas accès à ces revues parce qu'ils n'étaient pas dans les universités avec des bibliothèques qui avaient la possibilité d'avoir un abonnement.
les abonnements étant très chers et le marché, si je peux le dire, économique de la publication étant en fait très limité. Comme vous savez sans doute, il y a tout un débat dans le domaine autour de l'accès ouvert. On est vraiment dans un moment de raz-de-marée, de changement profond. Et donc, dans notre petit coin, on s'est dit qu'on allait essayer de faire des expériences de cette manière-là. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir recruter Maria Rosa Garrido Sarda, qui était à l'époque en Suisse. Maria Rosa, es-tu là? Super. Et qui était partante pour jouer le jeu et faire des expériences avec moi sur la possibilité d'utiliser différentes formes dans les médias sociaux. Notamment, Maria Rosa réussit finalement, après mon départ, à lancer une série de podcasts pour compléter le format compte-rendu. Donc, Maria Rosa est responsable de la section compte-rendu et donc responsable d'une section excessivement importante pour la circulation des savoirs, pour la circulation des connaissances sur qu'est-ce qui est publié dans différentes langues dans le domaine et qui a décidé de lancer le format podcast. Donc, moi, j'ai eu l'honneur, en fait, de réaliser le premier podcast pour la revue où moi, j'ai joué le rôle d'intervieweuse, par contre, avec un auteur, Guilherme Fianz, qui est un Brésilien qui a fait un travail ethnographique sur un regroupement d'espérantistes à Paris. Donc, on est en plein dans le plurilinguisme. Mais ce n'est pas anodin, son livre est en anglais. Mais donc, on a fait le premier podcast avec Guilherme autour de son livre et autour des différentes problématiques soulevées non seulement par son propre travail d'ethnographe, mais évidemment par le mouvement espérantiste qui cherche en lui-même de trouver une manière de créer des ponts à travers les différentes sphères de production des savoirs dans différentes langues. Donc, j'aimerais peut-être passer la parole à Maria Rosa pour qu'elle nous raconte un peu plus sur ses idées et sur ce que ça apporte à la revue et les différentes idées qu'elle peut avoir aussi sur d'autres formes autres que des balados en termes de médias sociaux pour essayer de décloisonner, si je peux le dire comme ça, linguistiquement et techniquement, la circulation du savoir par le biais d'une revue scientifique. Maria Rosa, à toi. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Un peu plus fort, Oui, s'il te plaît. oui. Un peu plus fort, ça marche. Oui, il est par ici, c'est pour ça que je ne parle pas trop. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un énorme plaisir de partager cet espace avec vous, de parler de balado, un mot que j'appelle très beaucoup. Et donc, le balado de la revue Journal of Social Linguistics, qui s'appelle JSLX Conversations, fait partie de cette expérimentation qu'on a entamée avec Monica à l'époque, dans son mandat, pour un peu décloisonner, j'aime bien les mots, le partage des connaissances en sociolinguistique. Et donc, dans la revue, avec les nouvelles rédactrices en chef et le conseil éditorial, on a enfin eu l'autorisation, la permission de Wiley, de la maison d'édition, pour produire ces balados. Et c'est une manière pour la revue de développer l'accès, un accès plus large, mais aussi d'élargir sa diversité. Je vais revenir tout de suite. Et donc, oui, ça continue le travail entamé avec Monica sur la série Decentering the Anglosphere, qui était pour moi très importante pour un peu faire connaître des figures, des écoles en dehors de l'anglosphère, mais aussi l'introduction d'autres formats comme les documentaires, les films, les blogs ou dans les comptes rendus, parce que traditionnellement, ce sont que des livres et surtout des monographies. Donc, je trouve que ça a aussi ouvert un peu le débat. Et donc, une manière, parmi d'autres, de bâtir ces alternatives dans la publication académique qui est en plein changement de nos jours, et cette diversification du format dans lequel on génère, mais aussi on transmet les connaissances scientifiques, les connaissances en sociolinguistique en l'occurrence.
Et donc, juste, on va revenir plus tard, en plus de ces balados, on a créé un compte Twitter pour annoncer l'apparition de numéros assez classiques des contributions. Mais ici, on a essayé de contourner l'accès payant parce qu'on a de shareable links, sont un lien ouvert pour tout le monde. On peut accéder à la contribution, mais on ne peut pas la télécharger. Mais c'est déjà un grand avancement par rapport à la subscription que beaucoup de personnes n'ont pas à travers l'université. Et donc, on l'a utilisé un peu pour essayer de contourner cet accès payant. Donc, pour revenir à la question du balado qui nous occupe aujourd'hui, on a eu cette idée de faire un podcast lié à la revue principalement parce que les balados sont accessibles, un peu en lien avec ce que vous disiez avant dans la salle, parce qu'il n'y a pas d'abonnement. Et aussi parce que ça nous permet de contourner certaines limites de la publication scientifique classique, de l'article académique dont Monica parlait tout à l'heure. Donc, en plus de cet accès payant qui est assez gênant pour des chercheurs et chercheuses indépendants, mais aussi ceux travaillant dans des universités qui n'ont pas les moyens pour s'y souscrire, il y a aussi l'accès inégal à l'anglais académique et au genre de l'article de recherche. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Monique à l'époque, parce qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'on n'a pas des contributions qui sont publiées de certaines régions du monde. Et donc, on a beaucoup réfléchi à cet accès inégal à la langue au registre. Et en plus aussi, on se posait la question de la cadence temporelle de l'apparition de la revue. Et donc, un balado peut essayer de contourner aussi cette contrainte temporelle parce qu'on peut trouver quand on veut. Voilà. Et donc, à notre mot, nous essayons de démocratiser et un tout petit peu, dans la mesure du possible, d'élitiser la connaissance et de prendre en compte non seulement ceux qui n'ont pas accès à l'abonnement, mais aussi les personnes qui ne sont pas très familières avec le format classique de l'article recherche. En plus, au moins, surtout après la pandémie, mais aussi parmi les nouvelles générations qui sont plus jeunes que moi, nous essayons de promouvoir aussi un format qui est un peu plus dialogique et conversationnel, parce que les gens sont de plus en plus habitués et socialisés avec ce format. Je vois ça avec mes étudiants un jour. Ils préfèrent écouter un podcast d'une heure ou voir une vidéo plutôt que de lire un article, ou peut-être le lire en même temps. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a eu l'idée. C'est en lien avec ces contraintes qu'on essaie de contourner. Merci Monica, on ne t'entend pas. Oui, Voilà. c'est parce que ça aiderait si j'ouvrais le micro. Hein. Donc, merci Maria-Rosa. J'ai une question, peut-être aussi un petit commentaire. Le commentaire d'Amar, l'impression que j'ai eue aussi en faisant le podcast avec Guillaume, c'est que finalement, on entend en fait la voix de l'auteur. Le format compte rendu, dans un sens, renforce la décorporalisation, la déshumanisation du savoir, comme si ça venait du ciel. Et j'espère que c'est que le format balado permet, c'est la compréhension du fait que, en fait, c'est des êtres humains c'est une activité d'une personne et que donc, c'est la possibilité de comprendre qu'est-ce qui fait partie de la production d'un livre. C'est un être humain qui a une trajectoire, qui a une histoire et qui a qui a commencé comme n'importe qui d'autre, comme toi puis moi, mais qui a fini par pouvoir produire quelque chose qui laisse une trace documentaire moins éphémère. Et je pense que ça aussi, c'est pas quelque chose que j'avais eu en tête à l'époque au départ, mais dont je me suis rendu compte au fil du processus. La question que j'ai pour toi, c'est parce que moi j'ai rencontré énormément de résistance de la part de la maison d'édition, qui est une grosse boîte multinationale, qui a ses façons de faire, qui a ses succursales en Inde, dans les Philippines pour la production, qui a profité beaucoup du fait qu'on a transité du format papier parce que le format papier coûtait beaucoup plus cher. Donc, les profits sont encore meilleurs, mais qui n'a vraiment pas voulu embarquer dans autre chose. Comment tu as réussi?
Oh, en fait, c'était un travail collaboratif, c'était pas moi, en tant que Maria Rosa. Oui, ça a été un travail, un dialogue entre les nouvelles éditrices en chef, le conseil éditorial et des gens qui étaient dans la boîte à Wiley. Il y avait quelqu'un de personnes, en fait, qui étaient assez partantes, donc ça a beaucoup aidé. Je pensais que c'était une super idée pour donner un peu plus de rayonnement à la revue. Et en fait, avant que je reçoive cette invitation, je suis qu'on a maintenant l'autorisation pour faire des podcasts en espagnol et en français, ce qui est un début. On sait que ce sont des langues connues, mais quand même. Et donc, moi, parce que je parle espagnol et français, je veux les conduire, les préparer et faire un petit résumé en anglais. Parce que ça, c'est quelque chose que le lectorat classique de l'anglosphère attend de nous. Donc oui, ça n'a pas été facile, mais je dois dire que c'était une belle surprise de voir qu'il y avait des gens qui étaient assez pour, qui nous ont aidés aussi pour les mettre un peu plus en avant sur les sites, qui n'était pas le cas au début parce qu'on ne savait pas comment faire, très sincèrement. Et donc, on vient vraiment de les lancer. On a lancé l'épisode. On en a 5 qui sont déjà en route, on va dire, qui vont paraître en 2023, dont 2 qui ne sont pas en anglais, ce qui n'est pas mal au début. Et on verra. Il y a aussi des limitations parce que, bon, il faut trouver quelqu'un qui parle ces langues-là pour inviter les gens, pour faire les liens, les traductions et tout. Donc, on est en train de voir comment on fera pour fournir un contenu académique qui est un libre accès, mais aussi qui est plurilingue. Donc, voilà, ça, c'est tout le défi. Et donc, je terminerai peut-être juste en disant, justement, on se disait que ce serait peut-être l'occasion pour vraiment réaliser un partenariat entre Quoi de neuf, entre les balados du Créfo et les balados de la revue afin de s'appuyer mutuellement. Merci beaucoup, Maria Rosa, et merci beaucoup à toute la gang. Merci beaucoup et notamment de nous avoir rejoints alors qu'il est largement l'heure d'aller dormir, aussi bien pour Maria Rosa que pour Joseph. Donc un grand, grand merci. Alors, nous avons parlé de documentaires, nous avons parlé de revues, nous avons parlé de médias sociaux et tout ça dans un cadre très académique, d'articles académiques, etc. Et maintenant, je voudrais me tourner vers Rawaja Zarzi, qui est enseignante en classe d'accueil au Québec, à Montréal, et que j'ai eu la joie d'interroger, enfin de m'entretenir. On a eu la joie de s'entretenir ensemble il y a quelques mois déjà. Et sur justement, tu es enseignante dans des classes de primaire. Que penses-tu des liens entre les chercheurs et les enseignants au sein de cette francophonie canadienne? Et puis, quel a été pour toi le fruit de cet entretien avec moi? Bien, tout d'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir invitée. Je me sens honorée et intimidée. Donc, si jamais je bafouille, ne m'en tenez pas rigueur. Je vais partir d'une phrase de Maria Rosa qui parlait de la démocratisation de la connaissance, que j'ai beaucoup aimée. Moi, en tant qu'enseignante, les recherches sont très importantes pour moi. J'accorde une grande importance aux données probantes et je trouve que les liens entre enseignants et chercheurs devraient être développés parce que si on travaille tous séparément en silo, on ne va pas dans le bon sens parce que je trouve que on a le même but, comme vecteur, on a la réussite des élèves et en développant une praxis de partage, on améliore en tant qu'enseignant nos pratiques et on aide les chercheurs à entrer dans nos classes, on ouvre nos classes pour qu'ils puissent voir quelles sont les pratiques qui sont efficaces et les réimplanter ailleurs. Donc, c'est une façon de travailler de concert pour pouvoir justement favoriser la réussite des élèves parce qu'on travaille au fond dans ce but. Toujours dans l'innovation, c'est ça?
Mais en parlant d'innovation, moi j'ai beaucoup aimé la formule des balados, je l'ai trouvé très visionnaire. Tu parlais d'intimité, moi je dirais, j'ajouterais authenticité. Parce que lorsque j'écoute un balado, et j'en ai écouté plusieurs, eh bien j'ai l'impression, comme tu disais, qu'on entend la personne, la tessiture de la voix apporte une forme d'intimité, mais aussi on se sent beaucoup plus dans le moment présent. Il n'y a pas de cerveau qui mouline dans tous les sens, qui essaie de faire des liens. On dirait qu'on savoure beaucoup plus les propos, puis on les intègre beaucoup plus facilement. Je me suis beaucoup inspirée des travaux d'Antoinette Gagné, la cartographie de soi. Puis je parlerai tout à l'heure justement du documentaire que l'on va faire. Et cette pratique-là m'a inspiré ce projet-là. Alors, parle-nous du documentaire, parce que je crois que c'est quelque chose qui s'est passé par le biais des balados. Bien, je tiens à remercier Valérie, je suppose qu'elle est, mais c'était qui m'avait dit que vous aviez reçu Kim Thuy. Parce qu'en fait, je suivais, mais en tant qu'enseignante, parfois, on prend du retard sur les balados. Et lorsqu'elle m'a dit, oh, on a reçu Kim Thuy, j'adore Kim Thuy. Pour moi, c'est l'image même, justement, de l'aboutissement de ce que je voudrais voir chez mes élèves. Elle est arrivée au Québec, elle avait 10 ans, maintenant, elle écrit en français. Ses ouvrages sont traduits dans le monde entier. Donc, lorsqu'elle m'a dit, on a reçu j'ai fait mes devoirs, je suis tout de suite allée écouter. Puis tout ce qu'elle disait, c'était tellement profond. Puis tu as un don pour poser les bonnes questions, mettre à l'aise les personnes. Puis en écoutant son podcast, pardon, son balado, j'ai eu envie de la recontacter parce que je l'avais contactée en 2016 pour l'inviter à un lancement. Elle m'avait référé très gentiment à son agent d'époque qui avait refusé. Là, je me suis dit, bah, je vais réessayer parce que je suis tenace. Et là, elle a changé d'agent. Elle a une agente qui est vraiment adorable. Puis, je lui avais exposé justement mon idée de documentaire. Puis, elle a tout de suite embarqué parce que c'est une personne qui croit en l'éducation. Donc, j'ai pu la contacter. Puis, par le biais de son agente, j'ai découvert aussi un autre artiste autochtone parce qu'on voudrait faire un documentaire qui s'intitule Un monde de joie et qui parle de la façon de connecter les enfants au monde parce qu'ils sont connectés, mais pas de la bonne façon. Et en fait, ils sont déconnectés eux-mêmes. Donc, on voudrait présenter les arts comme des clés de connexion avec soi, avec les autres, avec le monde. Et en invitant plusieurs artistes, on a un BDiste aussi, Tristan Demers, on a des artistes musiciens, Benoît Archambault du groupe Mes Aïeux. On est allé chercher plusieurs artistes pour permettre aux enfants d'être en contact avec le beau, le bon, le vrai. Donc, dans la salle, j'ai une ancienne collègue. On avait commencé à l'époque avec le site L'Étoile scolaire avec Marc Sauvageau. Puis maintenant, on est allé ratisser encore plus loin en allant chercher des artistes. Donc, à l'époque, quand Léa était avec moi, on faisait chanter nos élèves dans plusieurs langues parce qu'on voulait toucher justement au côté plurilingue, puis valoriser la culture d'appartenance de ces enfants-là. Là, depuis, on a cheminé, puis on est allé chercher des artistes qui, eux, chantent pour nous. Les enfants produisent les paroles. Donc, cette année, on va faire un documentaire. Je reprends l'idée de M. Joseph qui disait que le documentaire demande peu de moyens. Et vu que dans les écoles, on a peu de moyens, et on s'est dit, on va utiliser justement la formule du documentaire pour exprimer justement des valeurs, une vision du monde. Et ça va être un outil de transmission de valeurs. Je sens qu'il va falloir refaire un balado, vous ne trouvez pas? Bravo, c'est vraiment très touchant pour moi d'entendre ça. J'ai eu tellement de plaisir à m'entretenir avec toi, mais aussi de m'entretenir avec Kim Thuy. Ça a été, je pense que vous n'imaginez même pas le plaisir que l'on a à interroger des personnes sur leur expertise, sur ce qu'ils aiment, sur ce qui les fait vivre, sur ce qui les fait vibrer. Et ça me fait plaisir d'entendre que ça en fait vibrer d'autres qui écoutent ça à travers le monde. Merci de nous parler d'authenticité et je crois que tout le monde ici dira que tu es très authentique. Voilà. Déstabiliser, hein, c'est aussi ta manière de rejoindre ton enseignement en déstabilisant des pratiques déjà là et puis en amenant d'autres qui sont plus innovantes. Merci. Rawaja. Alors, Laura, c'est à toi.
de te tourner vers ton autre interlocutrice. Merci. Merci. Alors, c'est la première fois, bonjour. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est ça, oui. En personne. Oui. Quand on s'est rencontrés l'an dernier, à mon grand plaisir, Annette a été ma première. Oui. Je ne savais pas. Oui. Et je souligne, c'est ça, lorsqu'on réalise un balado, il y a une intimité qui se crée parce qu'on se voit, donc beaucoup se transmet dans le gestuel aussi. Et je souligne, c'est ça, comme Emmanuel l'a fait, la participation de Joey, qui est magicien, technicien de son. Et Valérie aussi, qui est dans la salle de joie, mention d'elle, ça fait partie de l'équipe du Créfo, qui, elle, est responsable à la suite d'un balado de faire la transcription. Et donc, les transcriptions sont disponibles en ligne sur le site de la série balado aussi. Merci de le rappeler, parce qu'effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec une transcription, notamment la traduire dans une autre langue. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Alors, sans tarder, donc, voilà, qui est professeur émérite en études françaises à l'Université de Moncton. Depuis plus de 30 ans, elle mène des recherches sur le rapport entre idéologie linguistique, pratique langagière et construction identitaire des francophones acadiens. Elle est l'auteure des livres À l'ombre de la langue légitime, paru en 2016, et Dire le silence, paru en 2021. Voilà. Elle est aussi sociolinguiste et critique. Donc, des questions pour toi, Annette. Parle-nous, s'il te plaît, des communautés qui sont pensées comme exiguës, comme étant marginalisées. Et dans un deuxième temps, Dire le silence, ton deuxième livre, est à la fois une archéologie scientifique du silence acadien et un témoignage personnel. Et que devrait-on retenir de la valeur pratique et méthodologique de votre démarche? Merci. Merci. Merci beaucoup au Créfo de m'avoir invité. Merci à la FAS aussi. Merci aux intervenantes qui m'ont précédée et à l'intervenant, parce que justement, je pense qu'on a créé ce climat intimiste et on voit que ça suscite des questions et ça donne des idées juste en parlant entre nous ici aujourd'hui. Alors, les balados pour les universités qui sont un peu excentrées, je dirais, comme l'Université de Moncton, ça joue un rôle fondamental, à mon avis, parce que ça vient rompre cette dichotomie centre-périphérie, dans le sens que vous êtes à Toronto, les gens de Montréal, ils ont accès à énormément au Québec, à toutes sortes de conférences, etc. On va dire oui, on peut les voir à distance, mais ici, c'est que, étant donné que l'on peut participer maintenant à des balados, c'est un peu une mise au monde, si vous voulez. On remplace ce sentiment d'être hors du monde, excentré, de ne pas faire partie d'une francophonie nationale, internationale. Donc, dans ce sens-là, ça vient remplir, à mon avis, ça vient combler un sentiment d'illégitimité qui rejaillit sur les francophones eux-mêmes parce qu'ils peuvent se sentir à nouveau légitimes de faire partie d'un univers qui est maintenant à leur portée. Et dans ce sens-là, je trouve que les balados, ça joue un rôle fondamental de pouvoir faire entendre des voix qui sont plus difficilement entendues. Et puis, justement, parce qu'il y a moins de moyens, on a moins de moyens financiers peut-être que dans des grandes universités, etc. Donc, cette idée pour moi de mise au monde, elle est là. Elle est fondamentale. À ce moment-là, on peut, à partir des balados, communiquer avec des gens de partout. Un peu partout dans le monde entier. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Le deuxième point, c'est sur le plan intimiste. C'est vrai que quand c'est des questions-réponses, ça permet
de creuser, je pense, davantage que si on a un texte vraiment préparé, que l'on donne juste un groupe de gens que l'on ne voit pas. Parce que pendant la pandémie, on parlait à des écrans et c'était excessivement difficile. Mais là, il y avait un dialogue qui s'instaurait. Donc, ça, j'ai trouvé que ça permet de creuser davantage. Alors, mon propos dans le balado, moi, c'est un peu sur ce sentiment d'illégitimité ou d'insécurité linguistique que j'ai tenté de faire sentir, de faire voir un petit peu à partir des enquêtes que j'ai menées sur une période assez longue avec d'autres, entre autres Monica Heller, qui est ici. Mais moi, je me suis vraiment intéressée à la dimension insécurité linguistique qui est reliée aussi au sentiment d'illégitimité. Et à partir du moment où j'ai accepté moi-même d'écrire à la première personne du singulier, de raconter en fait mon histoire, mais pas pour raconter une histoire individuelle, mais de raconter une histoire collective qui, je pensais, pouvait rejoindre d'autres personnes dans d'autres collectivités qui, justement, vivaient peut-être ces sentiments d'exclusion ou d'illégitimité. Ça m'a ouvert la voie. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression de pouvoir parler d'expériences qui sont collectives. Et justement, ce n'est pas nécessairement avec le balado, mais j'ai eu quand même beaucoup d'échos de gens dans la francophonie, beaucoup plus large que la francophonie canadienne, qui pouvaient s'identifier aux propos que j'ai pu faire lire, en fait. Et donc, quand j'entendais tout à l'heure ceux qui m'ont précédé, j'ai encore compris davantage à quel point c'était important d'essayer, comment dire, de briser ce sentiment d'isolement qu'on a pu avoir, que moi j'ai pu avoir, et de justement, ça m'a permis de constater que des problématiques que l'on peut penser qui sont réduites à une communauté parce qu'elle est isolée, mais ce n'est pas nécessairement le cas, que ces problématiques-là, en fait, se rencontrent un peu partout chez divers groupes qui se sentent exclus à des moments donnés de leur histoire pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut revenir. Donc, je vois vraiment à ce moment-là la nécessité de raconter son histoire, en fait, de permettre de nous raconter à partir des événements plus larges que sa communauté, mais moi, je suis partie de la mienne. C'est ce qui m'a permis, en fait, de me sentir très libre. Ça dépend des gens. Mais moi, j'ai senti que de pouvoir raconter une histoire, et dans mon deuxième livre, Dire le silence, j'essaie de trouver les causes du silence. Et ce n'est pas seulement acadien, hein, parce que quand j'ai pu lire les journaux sur une centaine d'années, des journaux qui ont été publiés sur une centaine d'années, en fait, j'ai vu que ça concernait tout le Canada français, le Québec, etc., tous les discours qui ont circulé sur la parole francophone. Donc, c'est plus large que la dimension acadienne. Mais je suis partie de l'Acadie, en fait, pour essayer de rendre concrète cette impression de ne pas, comment je pourrais dire, d'avoir une impression d'être dans les marges malgré tout, même si si le discours nous dit autre chose, c'est très difficile de ne pas ressentir ça dans son corps. On parlait du corps tout à l'heure. Ça m'a toujours impressionnée dans des communications, par exemple, dans des colloques, on voit souvent des colloques, et il y a des gens qui prennent toujours beaucoup plus de temps que le temps qui leur est imparti. Et je me dis déjà, la possibilité de faire ça, ça m'étonne, parce que je me dis de oser prendre ce temps-là, alors ton temps est dépassé, tout le monde te donne des chiffres, te dit, bon, mais c'est fini. Et les gens, ils continuent. Et ça m'a toujours frappé cette aisance d'être dans son droit, alors que en tout cas, moi, c'est des éléments comme ceux-là que j'ai senti toujours le contraire. Et donc, j'ai essayé de comprendre ces sentiments-là, de
de justement pas prendre plus que sa place. Donc, en tout cas, bref, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais c'est ça. Merci. Merci. On va quand même très très loin aujourd'hui. On a parlé de déstabiliser, on a parlé de décloisonner, on a parlé de entendre la voix de l'auteur, d'authenticité, et maintenant de rendre sa légitimité à un groupe par le biais des balados. C'est énorme. Moi, j'en suis presque émue parce que je me dis, oh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'être donné tout ce mal. Alors, je voudrais, notre dernière interlocutrice, avant de nous tourner vers vous, c'est la professeure Amal Madibo qui est avec nous. Et si nous continuons, Monica continue les balados, vous avez entendu, je continue aussi, mais qui va lancer, Amal, une nouvelle saison à partir de septembre. Alors, Amal, est-ce que tu veux nous en parler? Je pensais que tu allais me poser une question facile. Oui, bonjour le beau monde. Avec nous ici, avec nous là-bas aussi. Donc, ici et les là-bas se croisent, et qu'ils nous réunissent dans ce moment si important, enrichissant et fort aussi. Donc, merci à nos collègues pour organiser cet événement très important qui est en fait, pour moi, c'est comme ça que je le vis maintenant, qui est en fait une série d'événements. Plusieurs événements, comme tu as dit, Emmanuel, une série d'idées et de projets qui se lancent et s'échangent comme ça. Et aussi, j'aimerais souligner que, comme vous savez, aujourd'hui, on est le 1er février, le premier jour du mois de l'histoire des Noirs. Et donc, cette série d'événements est une belle occasion qui, justement, nous permet de célébrer et aussi à promouvoir la justice sociale et la justice raciale. Ça a été fait exprès pour que ce soit aujourd'hui? Je dois t'avouer que non. Okay. Bien humblement, mais j'en suis très heureuse. Oui, il n'y a pas de coïncidence. C'est ça, donc on lance comme ça les événements de la célébration de l'EFAS et aussi la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Donc, vous savez que Marshall McLuhan a dit que, je cite, le message, c'est le médium, n'est-ce pas? Le message, c'est le médium. Et nous rappelons que le médium, par exemple, le balado, les documentaires, les autres outils de culture populaire que vous avez mentionnés, est très important dans le sens où la façon dont ce médium fait parvenir le message et on présente une certaine signification ou plusieurs significations au message. Je ne dirais pas que le médium est plus important que le message, mais je dirais que c'est aussi important que le message. À titre d'exemple, pendant la colonisation, au Vietnam, comme en Afrique noire, comme ailleurs dans le monde, le théâtre comme un médium de culture populaire, a joué un rôle de décolonisation très important, de façon subtile, de façon implicite, mais de façon aussi très forte et très significative. Entre autres, également, justement, et seulement hier et aujourd'hui, on célèbre la nuit des idées. Les nuits des idées, comme vous savez, ce forum aussi mondial, n'est-ce pas, de rencontres entre francophones à travers le monde, rencontres et échanges, justement encore à travers ces médiums de culture populaire. Donc, pour moi, le balado des Créfort, c'est aussi également et semblablement un médium très crucial, très important, qui nous permet et qui nous donne l'espace pour achever tous les buts et les objectifs nobles et très importants que vous avez mentionnés. Donc, de ce fait, je suis vraiment ravie de pouvoir lancer la prochaine saison, comme Emmanuel a dit,
des balados de Créfo. Pour moi, d'une part, ce sera d'une part une nouvelle tâche et d'autre part aussi une continuation de travail fabuleux que mes chers collègues Monica, Rosa, Maria, Emmanuel et certainement Laura ont créé et ont même institutionnalisé. Donc, ma tâche sera facile, mais aussi enrichissante et je suis certaine aussi très important. Donc, ce que je planifie de faire, donc, d'une part, je pense à deux choses. D'une part, des choses qui se croisent. D'une part, donc, comme de continuer ce qui se faisait, donc ce que j'appelle, ou je pourrais appeler, je pense, pas seulement des entretiens, mais les entretiens de la façon que vous l'avez faite, comme Maria-Rosa a dit, des conversations dialogiques ou des dialogues conversationnels, n'est-ce pas, qui mettent les gens vraiment à l'aise. Donc, ce genre de conversation, je vais continuer à faire ça. Et j'aimerais aussi consacrer certains épisodes à certaines thématiques. Par exemple, une thématique, ce sera probablement la première thématique, donc liée à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Et le pourquoi de cela est parce que, comme vous savez, donc la décennie a commencé en 2014 et achève sa fin l'année prochaine. Dans une certaine année prochaine, 2024. Donc, ce sera au même moment où je serai en train de lancer ce travail très important. Dans ce sens, donc, on mettra l'accent sur le lien entre la francophonie, locale, nationale, internationale, tout ça, et la décennie internationale. Et ce sera donc un début, mais aussi une continuation de la décennie. Donc, la 2024 ne sera pas seulement la fin de la décennie, mais un nouveau commencement. Donc, par le biais donc des balados, encore une fois, comme un médium de culture populaire, qui, encore une fois, donc, renforcera la justice sociale et la justice raciale. D'autres thématiques auxquelles je pense, par exemple, thématique des épisodes consacrés au lien entre la francophonie et l'intersectionnalité, la francophonie et le féminisme, par exemple. Donc, le féminisme et l'internationalité vont ensemble aussi. Il y a Linda Cardinal est avec nous ici, Linda. Et donc, on a récemment co-organisé un autre événement francophone très important, n'est-ce pas, en partenariat avec l'Université de l'Ontario français et le CREFO et l'Université au Sénégal, pour un médium de global, local et global. Et vous avez parlé, Linda, vous avez mentionné que vous avez rencontré Odum, notre collègue, qui a participé aussi à cette conférence-là, à cet événement, à la conférence aussi, que vous l'avez rencontré à Montréal. Et du coup, vous avez trouvé que vous vous étiez rendu compte que, en effet, il y a beaucoup de choses qui vous relient au niveau du féminisme, au niveau théorique, et tout ça, méthodologique, mais au niveau d'expérience, de réflexion sur les expériences aussi. Dans ce sens, donc, je pense aussi à lancer ou à faire des balados individuels, mais aussi de groupe. Juste une idée comme ça. Par exemple, sur la thématique du féminisme, ce que vous avez dit, ce commentaire-là m'a beaucoup intriguée. Que pensez-vous de ce genre de balado de groupe? Amal, tu es formidable parce qu'il est maintenant temps d'ouvrir le dialogue avec
Donc, je peux presque disparaître. Tu as pris ma place. Linda, je pense que la parole est à vous. Et le reste, si vous voulez commenter, ajouter, partager. Ah, vas-y, continue. Oui, Linda, vous êtes, partante? Tout d'abord, vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé cette table ronde, ce panel, parce que je pense qu'Amal l'a bien dit, le balado est un outil de culture populaire qui a sa place maintenant dans les milieux scientifiques. C'est-à-dire, le Greffo a ses balados, le CIRSEM a ses balados, le GRIPAC a ses balados, le CIRIOM. C'est-à-dire, tous les centres de recherche francophones qu'on connaît ont leur balado. Alors, de toute évidence, ça joue un rôle assez important dans notre milieu, comme une façon de décentrer le savoir. Pas seulement de légitimer un peuple, mais de légitimer aussi son savoir. Alors, merci Annette d'avoir souligné cette question-là, je pense que c'est très important. Et ça redéfinit les contours de la francophonie. En fait, ça rapproche la francophonie. On a l'impression de ne pas prêcher dans le désert tout seul et qu'on peut entamer un dialogue. Alors oui, Amal, je pense que moi, quand j'ai rencontré Oda Mangane, elle arrive de l'Université Chankata Diop. On est toutes les deux dans un panel sur la francophonie et puis on vient de milieux très différents et on a le même vocabulaire presque, on a les mêmes rapports au savoir et je suis tout à fait bouleversée en fait par le fait que on ne s'est jamais rencontrés. C'est comme si on avait toujours été en dialogue. Alors, le balado pourrait peut-être nous aider à rapprocher ces gens qui ont des vocabulaires semblables, qui parlent dans leur propre milieu et qui n'ont jamais été mis en contact. Et donc, le balado peut devenir aussi un outil supplémentaire de rapprochement de la francophonie parce qu'on est sur 5 continents. On est sur 5 continents. Alors, l'Internet, les Teams, les Zooms nous rapprochent. Mais le balado nous rapproche d'une autre façon. C'est pas comme Annette disait, l'écran noir devant nous. On est dans un lexique plus d'intimité et c'est une façon qu'on a aussi de transmettre des savoirs et de produire d'autres savoirs. Alors, félicitations Amal, je pense que ça va être une série prometteuse et on attend tous les tandems ou les rencontres de que tu vas faire. On travaillera ensemble, certainement. Merci, Linda. D'autres thématiques auxquelles je pense, c'est le lien entre la francophonie et la créolophonie ou la créolité. Des liens, donc, comme vous savez, qui sont très proches, n'est-ce pas? Que ce soit au Canada, on parle et écrit le créole haïtien au Canada ou en Haïti. Il y a donc des liens très proches entre le créole haïtien et le français, n'est-ce pas? Comme en Louisiane. Présentement, j'aime beaucoup la Louisiane. Parce qu'il fait très froid, c'est ça? Donc, j'ai fait des recherches là-bas et je remarque, je ne savais pas ça. Donc, les liens entre la Louisiane, le Canada, la Louisiane, les Caraïbes, la Louisiane et l'Afrique. Et ces liens se tissent autour de la francophonie et la créolophonie et l'Acadie aussi. Le créolophonie, donc le créole de la Louisiane. Dans quelques pays en Afrique, par exemple, des pays qui sont arabophones et francophones, comme en Mauritanie, par exemple, il y a une langue que moi j'appelle la créole mauritanien, qui est basée sur l'arabe et le français et d'autres langues africaines. D'autres thématiques qui viennent à l'esprit aussi, viennent de l'esprit, mais en fait, ça inspire aussi par vos idées, par exemple, par le travail de Diane Farmer et ce que vous avez mentionné, Laura et Annette, sur les méthodologies et d'autres sur les méthodologies de recherche, donc des séries consacrées à la francophonie des méthodologies de recherche. Qu'en penses-tu? Oui, excellente idée. Je pense que, un peu comme ça a été dit un peu plus tôt,
faut défaire les dichotomies aussi. Donc, la méthodologie et la recherche, c'est pas un au service de l'autre, il y a une symbiose un peu et c'est à travers ça qu'on innove, qu'on s'approprie qu'on développe des savoirs, qu'on crée finalement. Donc, je crois que c'est très, très important. C'est aussi une façon, je pense, de démystifier la recherche puis de la rendre, voir que finalement, on est tous chercheurs un petit peu à notre façon. Donc, oui, absolument, absolument, oui. Oui. Merci, Léa. Ah, une question de Linda ou un commentaire. Amal et Emmanuel, vous avez parlé au début de les balados permettent de faire connaître les nouveaux savoirs de la francophonie. Moi, j'ai des jeunes collègues à l'UF qui, justement, sont des porteurs de ces nouveaux savoirs. J'ai un expert d'économie circulaire et une collègue qui est en culture numérique. Et je pense qu'eux aussi, on participe à la culture du balado. Le balado est un outil d'enseignement. Je pense que Sarah pourrait en parler. Et Shedrack a fait aussi un balado sur l'économie circulaire. Alors, on pourra partager éventuellement nos balados avec Fabuleux, fabuleux, oui. Certainement, oui. J'allais justement dire, avant ça, donc, vous allez créer les balados de l'Université de l'Ontario français, c'est ça? On y travaille dans notre carrefour. Chez nous, on dit plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Justement, j'allais aussi faire référence au suggérer en effet des balados consacrés ou des épisodes consacrés à la francophonie et la jeunesse, dans le sens, comme vous avez mentionné, des nouveaux savoirs et savoirs aussi, qui sont également créés par des nouvelles générations, donc des francophones à travers le monde. Et Koloski vient de me dire, il y a comme une heure comme ça, m'avait parlé d'un projet qu'il fait et qui m'a aussi encouragé, aussi inspiré de penser à une série sur... Parce que tu as dit que tu fais un travail, tu as fait un travail sur la francophonie, l'immigration, c'est ça, et la mondialisation? Oui. Rapproche-toi pour que les gens en ligne puissent t'entendre, nos amis, nos auditeurs. Bon, oui, le travail que je suis en train de faire ou que le travail que je faisais, c'était de voir comment pour les immigrants francophones en Ontario, comme les obstacles et aussi bon, je ne vais pas dire le privilège, mais les différentes façons dont on peut vraiment surmonter les problèmes et voir les choses, de bien connaître la communauté, d'avoir un espace là où on peut partager les savoirs et aussi un espace là où on peut avoir des mentors pour nous aider à mieux comprendre la société là où on vit. Et aussi, je travaille sur mon propre organisme, FQAT, c'est le Forum des Queers et Alliés de Toronto. Et c'est vraiment de parler sur les thèmes de multiculturalisme et essayer de voir comment de créer un espace inclusif entre les anglophones et les francophones. Et ça, ce sont des choses que, en écoutant les balados, en faisant du networking avec d'autres personnes, je peux avoir d'autres idées et aussi investiguer ou améliorer ma façon de penser et de voir comment on peut s'appuyer les uns les autres pour avancer. Merci, Kloski. Alors, il nous reste très, très peu de temps, mais est-ce qu'il y aurait encore une question du côté des auditeurs, auditrices? Ah, voilà là-bas, aussi en ligne, mais alors là, je ne peux pas voir. Ben, moi, c'est plus un témoignage pour Madame Boudreau. Une de ses recherches qu'elle a fait sur les radios communautaires en Acadie, on s'en est servi pour convaincre le CRTC de nous donner une licence ici à Toronto. Wow, bravo. Alors, et je suis toujours impliqué avec la radio communautaire. Et moi, je pensais à lancer une émission de radio et interviewer des chercheurs, chercheuses ici à Toronto pour mieux faire connaître leurs recherches. Et je suis heureux qu'on a maintenant une université de l'Ontario français qui va nous accueillir pendant la semaine de la francophonie, où on va diffuser une recherche récente sur les médias sociaux qui a été faite par l'Institut
canadien de recherche sur les minorités de l'Université Moncton avec Sylvain et Anne. Ouais. Alors, ce sera le 21 mars et on vous enverra des invitations. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour cette initiative. Monica, tu es en ligne. Un petit mot de la fin? Je suis en ligne. Vraiment, surtout des remerciements. Je suis triste de ne pas pouvoir continuer la conversation là, tout de suite avec vous autres. Mais je pense que tu as eu vraiment une super bonne idée d'organiser cette rencontre parce que, justement, comme toujours, je pense que c'est Amal qui a dit, on est tous et toutes des producteurs, productrices de savoir. Mais comme toi, tu as dit, plus on est, plus on rit, mais plus on sait, plus on construit. Et juste là, en mettant ensemble nos différentes expériences, nos différents points de vue, je pense qu'on a vraiment compris à quel point on a des outils maintenant pour aller loin au-delà des espaces qu'on avait dans le temps et oui, qu'il faut en profiter. Donc, merci beaucoup et j'espère pouvoir continuer la conversation. Merci, Monica. Vous posez une question à Monica, on n'a pas. Oui, vas-y. Alors, oui, une minute. Parce qu'il y a la nourriture et puis le. Vas-y. Oui, Monica, est-ce que je peux emprunter de tes idées, déstabiliser les hégémonies comme un thème des balados et puis le partenariat qu'a suggéré entre les balados de Créfo et les balados là dont Maria Rosa s'occupe. Je ne crois pas du tout à l'exclusivité de la propriété intellectuelle. Oui. OK, merci beaucoup. Merci. Et puis, avant de conclure, alors je voudrais remercier chacune d'entre vous. C'était quand même un panel presque exclusivement féminin, pas entièrement, puisque nous avions heureusement Joseph Bitamba qui nous rejoignait d'Afrique. Je vous remercie vraiment tout particulièrement. Je voudrais aussi jeter un tout petit éclairage sur les deux étudiantes du Créfo qui sont là. Il y a Média qui est là et qui nous aide à faire des recherches, en particulier en ce qui concerne le curriculum de l'Afghanistan. Et Catherine, qui est au fond et qui est aussi enseignante et qui se donne beaucoup de mal pour rassembler les enseignants de français en français ici à OISI, à l'Institut d'études pédagogiques. Et je ne veux plus jamais entendre qu'il n'y a pas de français à l'Institut d'études pédagogiques. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. Je vais vous inviter à une collation végane, pas végane, enfin tout est là. Mais pas mercredi.